Des bourses d'études académiques aux étudiants démunis. La remise des chèques a été conjointement procédée par les représentants du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi et le ministre des Affaires sociales. Le non-respect des codes de la route est le principal élément qui cause de nombreux accidents de circulation à Cotonou et dans les grandes villes du Bénin. Plusieurs personnes y perdent malheureusement la vie. Comment réduire les risques de survenue de ces accidents? La réponse dans ce journal. La police a violemment interpellé 3 membres du Front National pour la défense de la Constitution, Oumar Silla, Mamadou Bilo Ba et le rappeur Gianni Alpha sont donc interpellés par la police. Vous suivrez dans cette édition le point. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Bienvenue à vos 112 étudiants béninois ont reçu ce mercredi 6 juillet 2022 des bourses d'études pour leurs études académiques. C'est une œuvre du gouvernement béninois en partenariat avec l'organisation internationale dénommée Direct Aid. La remise officielle des chèques a été conjointement procédée par le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi et le ministre des Affaires sociales, tous deux représentés à cette occasion. Romaric Dossa et Mathieu Sossou y étaient pour le compte rendu. Des appuis dans le secteur de l'éducation, le Bénin reçoit une fois encore 72 étudiants béninois reçoivent pour le compte de sa 10e édition de remise de bourse d'études une cagnotte de 26 millions de francs CFA pour leurs études universitaires. C'est le moment de vous remercier pour toutes ces œuvres sociales et humanitaires que vous effectuez en Afrique et surtout au Bénin. Particulièrement merci pour le nécessaire que vous mettez à notre disposition pour un meilleur et brillant parcours universitaire. Nous vous promettons de faire de cette subvention un usage rationnel et efficient. Il est important de rappeler que notre organisation s'inscrit également dans une démarche globale d'appui aux populations défavorisées par des projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la fourniture d'aide aux démunis et d'éducation d'eau, de la prise en charge des orphelins, etc. C'est le lieu de remercier le gouvernement et il est responsable à Devernez-vous pour leur franche collaboration dont ils font preuve à notre égard. Nous espérons que cette collaboration dure encore très longtemps pour le bonheur de nos populations. Chers récipiendaires, je vous invite, faites de l'excellence votre leitmotiv et soyez des exemples pour toute votre génération. Un geste bien accueilli par les autorités béninoises en charge de l'éducation, des affaires étrangères et de la coopération. Pour eux, la posée participe à l'atteinte des objectifs de développement durable dans le secteur éducatif béninois. Je considère cela comme faisant partie d'un acte de solidarité. Parce que pour le bien-être dans une société, il faut la solidarité. Ceux qui en ont doivent partager avec ceux qui n'en ont pas. Et je pense que c'est ce que les poétiens qui financent cette œuvre essaient de nous démontrer. Nous-mêmes au niveau du Bénin, je pense qu'on peut le faire, mais on n'a pas encore atteint cette culture de partage. Sinon, il y a quand même des gens aussi au Bénin qui ont assez de ressources qui peuvent partager avec ceux qui n'en ont pas. Cette culture de partage aussi, il faudrait que nous commençons par l'enseigner aussi au niveau de notre pays, pour que ceux qui ont les moyens, ceux qui ont des ressources puissent accompagner ceux qui n'en ont pas. Et surtout dans le secteur de l'éducation. Merci que nous pouvons formuler, c'est que tout simplement les bénéficiaires de ces bourses-là puissent travailler véritablement et obtenir leur diplôme. Mais le diplôme ne suffit plus pour nous aujourd'hui. C'est le niveau de connaissance, c'est élever le niveau de connaissance au top pour être vraiment excellent
pour contribuer au développement de notre pays. À entendre ces autorités, l'octroi de bourses à la jeunesse aujourd'hui, c'est bâtir un avenir meilleur du pays. Les récipiendaires sont donc invités à plus de sérieux dans le cursus scolaire. Ceci pour encourager les partenaires. Amnesty International, l'ONG Human Rights Priority et d'autres organisations souhaitent que les citoyens béninois puissent de nouveau saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elles organisent depuis ce lundi 4 juillet 2022 une campagne de plaidoyer de 6 semaines. L'objectif est d'inciter le gouvernement du Bénin à redéposer sa candidature d'acceptation et de compétence également de la juridiction en matière de requêtes individuelles et des ONG. Les explications dans cet élément de Kenneth Egaoui et Mathieu Sossou. C'est un plaidoyer pour inciter l'État béninois à redéposer sa déclaration de compétence au protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui permet aux citoyens et aux ONG de saisir directement la dite Cour. L'initiative est portée par Amnesty International et plusieurs autres ONG, dont Human Rights Priority. Ces organisations veulent ainsi contribuer à l'effectivité des droits humains au Bénin. Qu'ils vous souviennent que le 25 mars 2021, notre pays a retiré donc cette déclaration-là. Et en le faisant, le pays a donc retiré aux citoyens et citoyennes ainsi qu'aux ONG le droit ou la possibilité de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en cas de besoin. Faut-il le rappeler, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est l'un des mécanismes africains de protection des droits humains. Et on y recourt lorsque, au niveau national, on estime qu'après avoir épuisé les voies de recours, on n'a pas eu gain de cause. Et donc, c'est tout à fait normal que ces organisations-là puissent plaidoyer pour que cette possibilité soit redonnée aux populations. Plusieurs activités sont au programme de cette campagne pour faire entendre ce cri de cœur au gouvernement béninois et à son chef, le président Patrice Talon. Des entretiens, des interviews, il y a même une capsule qui édifie beaucoup plus sur la Cour, sur ses compétences, des publications de messages de plaidoyer. Et ces messages vont être diffusés durant 6 semaines. Vous avez des messages qui ont trait à la Cour elle-même, qui incitent donc à aller la découvrir ou à mieux la découvrir pour connaître ses attributions, pour savoir comment on interagit avec elle, en quoi est-ce que c'est important de pouvoir se positionner en termes de défenseur de cette cour-là, parce que quelque part, nous y gagnons en tant que population béninoise et population africaine. Pour rappel, le Bénin a retiré sa déclaration de reconnaissance de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples depuis le 25 mars 2021. Le gouvernement avait justifié ce retrait par des dérapages et les égarements qui éloignent cette Cour de ses véritables compétences et du rôle crucial qu'elle doit jouer. Je l'annonçais en titre, la sécurité routière est un élément essentiel pour une bonne conduite des usagers de la route. Le non-respect des codes de la route est le principal élément qui cause de nombreux accidents de circulation. Plusieurs personnes y perdent malheureusement la vie. Comment donc réduire les risques de survenue de ces accidents? La réponse dans ce reportage signé Olive Diaw. Les voies et routes facilitent la circulation des usagers. Mais on constate souvent qu'elles servent de théâtre aux accidents les plus violents et mortels. Chaque année, environ 1,3 million de personnes perdent la vie dans un accident de la route dans le monde. La sécurité routière est menacée. Parler du non-respect du code de la route, c'est vraiment important. Et quand vous n'avez pas le permis de conduire, vous ne devez pas prendre le véhicule. Les motos également, ils doivent avoir leur permis de conduire, connaître le code, l'usage des drogues et d'alcool. Parce que quand vous prenez la drogue et vous abusez, la perception et la réaction, vraiment c'est nul. Le stress aussi. Et ici également, ce qui est très fréquent maintenant, la communication, l'utilisation des téléphones sur les routes. Le changement brusque des voies sans d'abord prendre des dispositions.
Les accidents de la route sont un drame permanent. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, ils constituent la première cause de mortalité de la jeunesse dans les pays industrialisés. Selon le rapport des sapeurs-pompiers, au Bénin, plus de 510 accidents de circulation et autres ont été enregistrés au cours de l'année 2022. 315 décès sont dus aux accidents de la route. Plusieurs mesures doivent être prises pour éviter au maximum ces cas d'accident. Quand vous avez le moral bas, nous ne devons pas conduire. Quand vous êtes très fatigué, nous ne devons pas conduire. Il faut un repos. Quand nous prenons certains produits dont l'effet secondaire, c'est la somnolence, nous devons éviter l'abus de l'alcool. Quand vous savez que vous avez bu, il faut arrêter de conduire ou demander à quelqu'un de vous aider. Et également le port des casques, les ceintures de sécurité. Et quand vous n'êtes pas autorisé à conduire, il faut respecter. En 2022, on enregistre déjà sur les routes du Bénin des records qui inquiètent la population et les autorités. Le nombre d'orphelins de la route s'accroît de jour en jour, plongeant des familles dans le désarroi et l'amertume. La vie est comme un rêve et la mort un réveil. Les codes de la route doivent être respectés. Et ce journal se poursuit. La banane est un fruit à forte densité nutritionnelle, très digeste. Elle est riche en potassium, un minéral connu pour lutter et prévenir contre l'hypertension. Elle permet également de limiter les maladies cardiovasculaires. Néanmoins, l'excès de toute consommation nuit gravement à la santé. La banane n'en fait pas exception. L'essentiel à savoir sur la banane, c'est dans ce reportage signé pas encore Olive Biao. La banane, généralement jaune quand elle est mûre et verte la plupart du temps quand elle ne l'est pas, est l'un des fruits les plus consommés dans le monde. Elle existe en plusieurs variétés et présente de nombreuses propriétés nutritives. La propriété naturelle de la banane est l'apport du potassium pour le corps. La banane nous donne le potassium vraiment élevé et c'est ce que nous cherchons quand nous voulons prescrire à titre préventif le manquement de la banane. Nous orientons rapidement les gens à prendre la banane pour pouvoir avoir l'élément. La banane est très souvent utilisée en cuisine, mais malgré les nombreux bienfaits, elle peut également avoir des effets néfastes sur la santé. Le potassium est vraiment élevé, il est à plus de 353 grammes dans les éléments de la banane. Donc ça peut compliquer, ça peut appuyer à ce que le taux de glycémie flotte, à ce que le taux de glycémie monte à cause du sucre qui est élevé. Donc la banane en soi, c'est très bon, c'est un fruit qui est très formidable pour le corps humain. Sinon, c'est seulement l'abus, surtout la soirée. Parce que quand tu le prends la soirée, il n'y a plus de mouvement, tu ne fais plus d'activité pour pouvoir éliminer l'excès du sucre. Il faut prendre toujours la banane dans la journée. On peut le faire comme un jus de banane parce qu'on a besoin seulement de l'élément. Donc l'élément doit être bénéfique quand le corps vit, quand le corps est en mouvement. Dans l'alimentation en général, la banane a des heures précises et j'ai toujours conseillé aux gens d'en bénéficier, surtout dans la journée et dans le petit déjeuner. À midi, déjà vers 15 h, tu dois arrêter la consommation de la banane parce qu'il y a le taux de glucose est vraiment élevé dedans. Il est donc préférable de manger la banane dans la journée pour une meilleure digestion. Hors des frontières béninoises à présent, l'Algérie a célébré ce mardi le 60e anniversaire de son indépendance. Après 132 ans de colonisation française, un défilé militaire, le premier depuis 33 ans, a eu lieu pour commémorer la fin de près de 8 ans de guerre entre les insurgés algériens et l'armée française. Les forces armées nationales populaires algériennes ont défilé mardi à Alger, la capitale, pour la première fois en 38 ans. Le président algérien a décidé de mettre fin à ce passage à vide alors que l'Algérie célébrait le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. C'est le 5 juillet 1962 que l'Algérie coupait le cordon ombilical qui l'a relié à la France depuis 132 ans après une guerre qui aura duré 7 ans.
Le conflit a fait 1,5 million de morts et empoisonne encore les relations entre les deux pays. Mardi, les Algériens ont célébré un jour de gloire pour une nouvelle ère, mais tous n'avaient pas le cœur à la fête. Des figures de l'opposition et des militants pro-démocratie ont qualifié ces célébrations de ruses utilisées pour détourner les populations des problèmes économiques et politiques auxquels le pays est confronté. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé avoir rencontré mardi à Nairobi l'homme fort du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan. Abiy et le général al-Burhan ont échangé en tête-à-tête. Les deux personnalités étaient pourtant en froid. La semaine dernière, l'armée soudanaise a accusé l'armée éthiopienne d'avoir exécuté 7 de ses soldats et un civil dans la zone d'Al-Fassaga, ce qu'Addis Abeba a démenti. Images et son. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré mardi à Nairobi le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan en marge d'un sommet de l'organisation est-africaine IGAD, quelques jours après un nouvel incident frontalier entre les deux pays. Abiy affirme dans un message sur Twitter que tous deux se sont engagés à dialoguer pour résoudre tout différend. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre région en raison de plusieurs facteurs tels que le terrorisme, l'extrémisme, la criminalité transfrontalière, l'immigration clandestine, la traite des êtres humains et la prolifération d'armes illégales. Et toutes ces menaces ont un grand impact sur les situations sociales et sécuritaires. Fin juin, l'armée soudanaise a accusé l'armée éthiopienne d'avoir exécuté 7 de ses soldats et un civil capturés en territoire soudanais dans la zone frontalière contestée d'Al-Fashaga. Les autorités éthiopiennes ont démenti. Il est de mon devoir en tant que président d'affirmer que nos discussions à huis clos aujourd'hui sont strictement liées au principe de l'IGAD qui repose sur l'égalité de souveraineté entre tous les pays et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres. La réunion de l'IGAD ce mardi devait également discuter de la sécheresse qui ravage la Corne de l'Afrique et d'autres catastrophes naturelles. En Guinée à présent, la police a violemment interpellé 3 membres du Front National pour la défense de la Constitution, Oumar Silla, Mamadou Biloba et le rappeur Gianni Alpha. Cette coalition avait orchestré des mois de mobilisation de 2019 à 2021 contre l'ancien président Alpha Condé, renversé en septembre 2021 par la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. En Guinée, la police a interrompu une conférence de presse du FNDC en interpellant 3 membres de l'organisation de l'opposition. Mardi, Mamadou Bilo, le rappeur Gianni Alpha et le leader du Front National pour la défense de la Constitution, Oumar Silla, dit Fonike Mangué, ont tous les 3 été arrêtés au siège de la coalition. Les 2 premiers ont été battus et leurs vêtements déchirés par des policiers. Le procureur de la cour d'appel de Conakry a expliqué que M. Silla et M. Ba sont poursuivis pour avoir produit et diffusé par le biais d'un système informatique des propos injurieux contre le Conseil national de transition, le parlement de transition mis en place par la junte. Le FNDC est sentinelle de la démocratie. Nous avons décidé de nous battre pour un retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant que nous voyons que nous ne sommes plus dans un état de droit, il n'y a plus de porte ouverte pour le dialogue, nous voyons que nous sommes dans une dictature. Nous allons mener ce combat et ce combat sera mené par le peuple de Guinée et nous appelons le peuple à rester mobilisé jusqu'à ce que la Guinée devienne un pays démocratique et vertueux. Je vous remercie. Le FNDC a orchestré des mois de mobilisation de 2019 à 2021 contre l'ancien président Alpha Condé, renversé en septembre 2021 par une junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Le chef de la junte s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 3 ans, un délai rejeté dimanche par la CEDEAO. Et puis en France, la 7e vague de l'épidémie de Covid-19 augmente ces derniers jours et 120 000 cas ont été détectés en moyenne par jour cette dernière semaine. Selon donc le nouveau ministre de la Santé, le nombre de contaminations au Covid-19 s'est élevé à plus de 206 000 ces dernières heures. Reportage.
Les cas de Covid-19 explosent en France. Ils devaient dépasser ce mardi la barre des 200 000 infections quotidiennes, selon François Braun, le nouveau ministre français de la Santé. Conséquence, les demandes de tests repartent à la hausse, mais les pharmacies ne peuvent pas toujours y faire face. Depuis une semaine, on voit que les chiffres des tests n'arrêtent pas d'augmenter, le nombre de positifs aussi. Aujourd'hui, on arrive à plus de 30 tests, alors que d'habitude, on en faisait beaucoup moins. Tous les jours, là, on est quasiment 1 sur 2 positifs. 50% de positifs, ouais. Pas des gens testés. Mais oui, ça a augmenté fortement. Si aucune mesure drastique n'a été adoptée à ce stade, les autorités françaises rappellent l'importance du port du masque, notamment dans les lieux bondés et dans les transports en commun. Les cas positifs de Covid-19 ont également explosé en Allemagne avec près de 150 000 infections par jour. Même tendance au Royaume-Uni ou en Italie. Selon le Conseil scientifique français, l'impact de la 7e vague de Covid sur les hospitalisations et sur les décès reste incertain. Le nombre de cas positifs serait par ailleurs sous-estimé en raison d'une certaine lassitude des habitants. Direction à présent l'Ukraine pour parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La ville de Soloviansk-Comter, 100 000 habitants avant la guerre, elle devient l'un des nouveaux points clés des combats et subit depuis plusieurs jours des bombardements selon le gouverneur de la région de Donetsk. Avec la suite dimanche de Lysychansk, les forces russes contrôlent la quasi-totalité de la région de Luhansk et cherche désormais à faire de même dans celle de Donetsk pour occuper ainsi l'entièreté du Donbass. Le gouverneur de Donetsk demande instamment à la population de quitter la région alors que les bombardements russes s'intensifient. 3 jours après la prise de Lysychansk, ville verrou de la province de Louhansk, les troupes russes vont renforcer leur offensive vers l'ouest. Devant l'avancée des soldats du Kremlin, qui contrôlerait désormais près de 20% du territoire ukrainien, les autorités civiles s'inquiètent de ce qui pourrait advenir aux habitants. Il y a environ 350 000 citoyens qui sont restés ici, dans la région, contre 1,6 million qui vivaient ici avant. C'est une quantité très importante. Je serai plus sévère cette fois, en collaboration avec les administrations locales. Malgré ce que les gens peuvent dire, je me soucie de leur maison et de leur vie, mais ils doivent partir. Selon les Nations Unies, au moins 12 millions de personnes ont fui leur foyer depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Plus de 5 millions sont partis dans les pays voisins, tandis que 7 millions de personnes sont toujours déplacées à l'intérieur même de l'Ukraine. Ces dernières semaines, des milliers d'entre elles sont retournées dans leur pays, notamment à Kiev, la capitale, encore relativement épargnée par les combats. Actualité Hajj 2022, après 2 ans de pandémie de Covid-19, 1 million de fidèles musulmans saoudiens et étrangers sont attendus donc dans le royaume pour effectuer le pèlerinage annuel du Hajj. C'est 16 fois plus qu'il y a 1 an. Le record date de 2012, l'année lors de laquelle environ 3,2 millions de musulmans avaient effectué le Hajj. Mesdames, Messieurs, le reportage. Son émotion est palpable. Parti à pied du Royaume-Uni il y a 11 mois, Mohamed Adam a parcouru 7000 km pour rejoindre la Mecque en Arabie Saoudite. Il vient d'arriver pour y accomplir son pèlerinage. J'ai pleuré quand je suis arrivé. C'est un sentiment incroyable qui me laisse à court de mots. Je me sens serein et très proche de Dieu avec beaucoup de spiritualité. Comme lui, 1 million de pèlerins venus du monde entier sont attendus à la Mecque pour le Hajj, le plus grand pèlerinage musulman. Après 2 années de limitations drastiques à cause de la pandémie de Covid-19, c'est la première fois que le royaume accueille un nombre aussi important de pèlerins. Grâce à Dieu, hier c'était la première fois que je voyais la Kaaba. C'est tellement beau. Je rêve de ce jour depuis plus de 12 ans. J'économise de l'argent depuis 3 ans. Je devais venir l'année dernière, mais je n'ai pas pu à cause du coronavirus.
Le pèlerinage à la Mecque est l'un des 5 piliers de l'islam. Tout musulman qui en a les moyens doit l'effectuer au moins une fois dans sa vie. Et c'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Speedline Télévision. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.